Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 26 novembre 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le fait du jour. Le fait du jour, en tout cas le fait de la semaine dernière, c'est que Jacques Chirac a été mis en examen dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Pour en parler, parce qu'il s'agit d'un événement très important, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Probst. Bonsoir Jean-François. Bonjour, pardon. Bonjour, bonsoir. Et vous êtes évidemment l'homme qualifié pour en parler, puisque vous êtes l'auteur, entre autres, de ce livre que je présente à la caméra, Chirac, mon ami de 30 ans, aux éditions de Noël, qui est un des grands succès de librairie des livres politiques de l'année 2007, et qui, évidemment, vous qualifie, au-delà de tout ce que vous aviez déjà démontré de connaissances, pour être celui qui pourra nous donner un point de vue éclairé. Je précise par ailleurs que vous êtes le chiracologue par excellence, mais qu'en plus vous êtes conseiller politique et écrivain, comme je viens de l'indiquer. Alors, est-ce que cette mise en examen de Jacques Chirac, Jean-François Probst, est un événement isolé, qui concerne bien entendu l'ancien président de la République? Quelle interprétation faut-il en donner, notamment à l'égard de l'évolution de la Ve République? Et par ailleurs, vous qui voyagez beaucoup dans le vaste monde, quel est l'impact que la mise en examen d'un ancien président de la République, qu'il était il y a encore un peu plus de 6 mois, peut avoir au niveau international? Donc beaucoup de questions, et je vous l'écoute. Avant d'y répondre, d'abord, en vous remerciant pour votre invitation, cher Claude Reichmann, j'ai aussi bénéficié d'un film qui est passé de nombreuses fois à la télévision, de Patrick Rothman, qui a retracé la vie politique de Jacques Chirac depuis 1967, date à laquelle il fut élu pour la première fois député en Corrèze. Alors cette mise en examen, parce que beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est déjà une condamnation, chacun sait bien, et moi qui n'ai jamais été courtisan, comme dit ma femme, je serais toujours imberbe du côté... Vous avez le veston net. Sauf si nous avions peut-être demain, ce qui n'est pas à exclure, une guerre, et que je m'y engage de façon héroïque. Mais pour le moment, revenons à l'essentiel, n'étant ni courtisan, ni, je crois, lèche bas du dos, ça me permet de dire des vérités et en tout cas de donner des appréciations objectives et critiques. La mise en examen de Jacques Chirac, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que ça montre que la justice française passe pour quiconque, quel que soit le citoyen. Je vais le paraphraser ou l'imiter, je dirais que sa mise en examen était une chose légitime et nécessaire. Parce que, c'est vrai, nous avons eu les partis politiques, communistes, socialistes, gaullistes ou autres, des pratiques avant l'année 90 et les lois de moralisation de la vie politique qui étaient un peu acrobatiques. Et nous vivions de façon abracadabrantesque. Mais par la suite, lorsque les lois Rocard ont été votées, il lui fallut se mettre le plus possible dans les clous. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas tous fait. Bon, je suis de ma part de responsabilité. J'ai d'ailleurs été un jour convoqué pendant 4 heures par la brigade financière pour que j'explique qui j'étais, ce que j'avais fait, comment j'étais payé et au service de qui je travaillais. Par conséquent, une fois que la police financière a vu que je travaillais au service de mes convictions gaullistes, chiraciennes, que j'aidais quelqu'un à devenir un jour président de la République, mais que j'avais réellement travaillé, c'était pas fictif, que ce soit à Matignon, au ministère des Affaires étrangères, au Sénat, où j'étais pendant 10 ans auprès du président Pasqua, je travaillais 15 heures ou 18 heures par jour. Et quand on était tout près d'ici, à la Tour Montparnasse avec le RPR, oui, j'étais dans l'an 76 et 77, ce que maintenant nous appellerions un emploi fictif, parce que j'étais payé par votre voisin Vacances 2000, parce que les militants et leurs cotisations ne suffisaient pas à payer les frais personnels du parti. Alors, dans les années 90, cher Claude Reichmann, pour faire court, il y a déjà eu des punitions. Henri Emmanuelli et Alain Juppé, qui ne sont pas suspects de s'être enrichis personnellement. Je crois d'ailleurs que Jacques Chirac n'a jamais pensé à s'enrichir personnellement. Il a passé sa vie à travailler pour la France, pour les Corréziens en tout cas, pour les Parisiens, et puis les 12 dernières années à la tête de l'État. Et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on puisse le critiquer ou être particulièrement admiratif de son œuvre, il faut rappeler quelques vérités et revenir à votre question essentielle, à savoir que on est entré dans une espèce de fin de règne
de fin de régime qui avait commencé avec Giscard d'Estaing il y a 30 ans, où chacun en a fait à sa guise, où les appartements de fonction, les voitures de fonction, les frais divers ont commencé à paraître naturels, et pas seulement aux politiciens, aux gens d'entreprise, qui ont pratiqué avec ardeur la vie de bien sociale, aux gens des services publics, qui ont confondu le public et leur poche, et parfois des hommes politiques qui n'ont pas eu la sagesse perverse du vieux François Mitterrand, qui lui faisait la même chose, peut-être même pire, mais mettait beaucoup d'écran dans toutes les embauches et surtout dans toutes les dépenses qui étaient occasionnées par ses camarades socialistes. Alors, je prends 3 exemples. D'abord, à l'époque, quand j'ai commencé en 1974 au cabinet du Premier ministre Jacques Chirac, le Parti communiste usait de façon éhontée non seulement de l'argent de Moscou et de la Banque de l'Europe du Nord, mais aussi des fonds publics, puisque la plupart de ses militants, de ses apparatchiks, étaient payés à la fin du mois par les charbonnages de France, qui par la SNCF, qui par l'EDF, qui par GDF, ou par le fameux comité d'entreprise de l'EDF. Le Parti socialiste de François Mitterrand, premier secrétaire à l'époque, où ils étaient encore place du Palais Bourbon, nous étions un peu plus loin rue de Lille, au RPR. Le Parti socialiste lui utilisait dans beaucoup de ses permanences des militants qui étaient payés à la fin du mois par l'Éducation nationale. D'ailleurs, vous le savez bien, sur le million de membres de cette armée rouge qu'est l'Éducation nationale, à l'époque du programme commun de la gauche, Marchais, Mitterrand, Maurice Faure, il y avait, je crois, 45 000 enseignants qui n'enseignaient jamais. Admettons qu'un tiers de ceux-là était en formation ou un autre tiers malade, mais il en restait beaucoup sûrement qui étaient bien sûr payés pour être des militants du Parti socialiste. Et je pense, sans me tromper, que dans ces périodes-là, Pierre Mauroy, député maire de Lille, et Gaston Defferre, député maire de Marseille, pratiquaient des méthodes que par la suite, à partir de 1977, probablement Jacques Chirac a pratiquées. Alors, quand je dis probablement, c'est que pendant quelques années, là, cette affaire a traîné, parce que 15-20 ans qu'on en parle. Les juges, la presse, les inquisiteurs en tout genre. Je ne cherche pas à défendre Jacques Chirac, mais je ne voudrais pas qu'il soit le seul homme dont on prétendrait qu'il aurait profité de ce système. Il n'y avait pas de système Chirac, il y avait un système des partis politiques qui se finançaient comme ils pouvaient à l'extérieur, avec leurs amis, avec des entreprises, avec des donateurs, parfois généreux, parfois pensait-il être très généreux, mais ça ne donnait qu'un tout petit ruisseau, une grosse rivière, parce qu'un parti politique, pour faire voler des avions, rouler des voitures, payer du personnel, organiser des grands meetings et des colloques et séminaires, il faut bien sûr le nerf de la guerre. Alors, Jacques Chirac, au fond, dans cette mise en examen, non seulement elle permettra peut-être de clarifier comment ça s'est passé après 90, jusqu'à 95, mais également on voit bien qu'il y avait 450 emplois qui auraient pu être illégitimes et non nécessaires. Sur les 450, si j'ai bien compris, il en resterait 26. Donc je ne suis pas avec beaucoup d'autres, puisque la police financière a considéré que nous travaillions beaucoup, que nous œuvrions. Et j'imagine que autour de Pierre Mauroy, de Gaston Defferre, il y avait aussi des militants payés qui travaillaient beaucoup, et pour la ville de Marseille, et pour la ville de Lille. Sauf Madame Cohen-Solal, je crois, qui était payée une fois à Lille et une fois au Sénat, où elle ne mettait jamais les pieds, et elle rédigeait le journal du Parti Socialiste, au Solferino. Donc on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples, même chez nous. On pourrait sûrement trouver, dans l'entourage du maire de Neuilly, quelqu'un qui était peut-être employé et payé à la mairie de Paris. On pourrait peut-être même trouver des employés du RPR qui étaient payés par la mairie de Neuilly. Je ne sais pas. Il va falloir que chacun cherche. Moi, ce que je condamne dans ces cas-là, ce sont les excès. Par exemple, une voiture avec chauffeur, donc essence, assurance, payée pendant de nombreuses années à M. Pierre Lelouch, ou également une voiture avec encore chauffeur, essence, assurance et tous les frais payés pendant de nombreuses années à Mme Ollier-Marie. Ça, c'est répréhensible. Pour revenir aux emplois fictifs, aux prétendus emplois fictifs, pour le moment, il y a présomption d'innocence de Chirac, mais enfin, je ne suis pas un enfant de cœur. Je sais bien que pendant des années, nous avons vécu, nous, le RPR, et je le répète, les communistes et les socialistes aussi, dans des conditions où il fallait se financer comme on pouvait. Ceux qui ont voté après les lois au quart de 90
doivent sûrement être punis. Donc si jamais Chirac a été contrevenant, s'il s'est garé sur une place interdite ou s'il a dépassé la limite de vitesse, il s'en expliquera devant le juge. D'autant que parfois c'est un peu burlesque. Quelle était l'idée d'aller offrir et payer un salaire au chauffeur garde du corps du syndicaliste Marc Blondel, amateur de cigares et bretelles. Qui a, paraît-il, remboursé. J'espère. Qui ne change pas la nature des faits. Non, ça ne change pas la nature des faits. J'espère que Mme Alliot-Marie remboursera ses frais d'essence et de voiture un jour. Mais le sujet n'est pas là, parce que moi j'aimerais pas qu'en France on rentre dans cette espèce de mesquinerie gauloise, de délation, de petits règlements de compte. En Italie, ils ont fait manipulité. Et l'un de leurs présidents du Conseil a fini sa vie en exil en Tunisie, parce que sinon il était en cavale. Ici, en France, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on tourne enfin la page de ces 30 ans de mairie, des années Frick Mitterrand, des années Gadget Giscard. Et malheureusement, je vois qu'avec l'émergence du régime de l'empereur Sarkozy, ça continue. Parce que quand le nouveau président de la République se trouve sur le rafio de Bolloré le jour du 8 mai, fête de la victoire, au lieu d'être à l'Arc de Triomphe, c'est qu'il y a quelque chose qui est déraisonnable, et par rapport à l'argent, et par rapport aux femmes, mais ça on en parlera tout à l'heure, puisque, semble-t-il, pour lui, il s'agissait de séduire ou de séduire encore sa future ex-femme. Mais je reviens à l'essentiel. Moi, ce que je crois, c'est que Chirac n'a pas eu d'enrichissement personnel, il a passé son temps à travailler, mais il avait un objectif, comme François Mitterrand, qui consistait à devenir président de la République. Et pour ça, j'allais dire, tout était bon dans le lardon ou dans le cochon. Alors, c'est une fin de régime, c'est une fin de siècle, enfin, le XXe siècle, une fin de pratique, assez triste d'ailleurs, assez pathétique, parce que moi je préférais que mon pays, la France, soit regardé à l'étranger autrement par les commentateurs. À ce propos, pardon de vous interrompre, mais il semble bien quand même que la presse internationale soit très attentive à cette affaire, à cette mise en examen, et que ça fasse un effet quand même assez déplorable pour le prestige de la France. Ah ben, cher Claude, il est évident qu'à part le président de la République tombé du train ou l'autre tombé dans les bras de Morphée, on n'avait jamais eu jusqu'à présent de président de la République ancien même mis en examen. Personne n'a songé dans les années 80 à demander des comptes à M. Giscard d'Estaing de ses tripatouillages diamantaires avec l'horrible empereur Bokassa. Personne n'a demandé, lorsque François Mitterrand en 1994 a quitté l'Élysée, des comptes sur l'utilisation du Soisy-sous-Briche par Mme Pinjot et sa fille Mazarine, ou les raisons du suicide de M. Bérégovoy ou de M. Grossouvre dans les locaux de l'Élysée. Personne même n'a osé remettre sur le tapis la Francisque sous Vichy, les jardins de l'Observatoire, ou même les déjeuners fréquents avec René Bousquet. Donc, je crois qu'il y a un petit peu probablement, d'acharnement de certains des amis de Jacques Chirac, qui lui doivent beaucoup. Pour beaucoup d'entre eux, ils lui doivent et leur carrière et leur élection. Et puis, il y a l'engouement bien gaulois de la justice, de la presse pour les faits divers. Mais je répète, moi je ne minimise pas, parce que vous avez raison de rappeler, Claude, que l'étranger nous regarde et eux ne minimisent pas. Ils suggèrent que le fait qu'un président, un ancien président, parce qu'il y avait la parenthèse de 12 ans qui ne permettait pas de le traîner au pénal ou au correctionnel, passe devant Madame Xavier, non pas Tibéri, mais Simeoni, juge d'instruction, et à l'issue de 3 heures d'audition, le président Chirac, en tant que maire de Paris, 83-95, est mis en examen. Effectivement, ça fait un peu mauvais genre à l'étranger. Ceci étant, vous savez, ne recevons pas trop de leçons de l'étranger. Si par exemple la famille Clinton voulait nous donner des leçons de morale à nous les Français, on pourrait en pouffer de rire à la gauloise. Alors précisément, vous qui rencontrez souvent des chefs d'État africains, et pas plus tard qu'il y a quelques jours d'ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils rigolent en se tapotant le menton, ou bien est-ce qu'ils prennent vraiment ça au sérieux? Parce qu'au fond, si ces affaires-là continuent, si nous sommes face, peut-être, à une opération manipulée comme en Italie, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ce qui est souhaitable, c'est que ça aille suffisamment loin et bien, et qu'on tourne une page. Parce que, pour ne parler que de certains chefs d'État africains, parce que heureusement maintenant il y a quelques chefs d'État africains nouveaux, honnêtement élus et démocratiquement mis à la tête de leur pays. Mais il est vrai que certains roitelets ou pétrodictateurs
comme le voyou Sassou du Congo ou l'escroc Bongo du Gabon, pour ne citer que ceux-là, eux commencent à avoir un peu les chocottes, parce qu'ils se disent nous pensions intouchables, parce que tonton Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, ou surtout notre grand Jaco, notre frère d'armes en politique, passaient entre toutes les gouttes. Et puis, je crois qu'au Maghreb, comme en Afrique noire, et c'est vrai dans d'autres sous-régions du monde, les chefs d'État se disent que de toute façon, ils seront un jour ou l'autre attrapés. S'ils sont génocidaires, s'ils sont des assassins, et tant mieux, parce qu'un jour, il faut quand même régler des comptes. C'est bien beau de se repentir de l'esclavage, de la colonisation, de Hitler ou de Mussolini, mais il faudrait regarder ce qui se passe dans le monde actuel. Dans le monde actuel, et notamment en Afrique noire, il y a encore de l'esclavage, des Noirs par les Noirs. Dans le monde actuel, et par exemple au Maghreb, il y a des choses absolument aberrantes sur le plan économique et social. Dans le monde actuel, et notamment en Afrique centrale, il est temps de mettre un terme à la gabegie qui fait que les fonds publics, pour le coup, sont terriblement détournés, non pas pour créer quelques emplois fictifs, mais pour venir acheter des hôtels particuliers ou des appartements de luxe à Paris et à Genève. D'ailleurs, on a appris récemment par une étude qui est tout à fait officielle que le montant total des sommes transférées d'Afrique à la suite de dons qui ont été faits par l'Europe ou les États-Unis ou des organismes internationaux excède de très loin les sommes qui ont pu être utilisées en Afrique même. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, ça confirme votre propos, l'argent qui a été donné à l'Afrique pour son développement a servi à des individus qui sont la plupart des responsables d'État, qui les ont ensuite transférés en Suisse pour la plupart. Il faut mettre un terme à cette gabegie, ce gaspillage scandaleux, mais certaines commissions, même des Nations Unies, commencent à s'en inquiéter. Des plaintes ont été déposées aux États-Unis, en Grande-Bretagne, même en France. Mais au-delà des détournements de fonds publics, je vais tenter, pour la première fois, d'imaginer que si on mettait un terme à ces fuites dramatiques, parce que ces pays sont potentiellement très riches, en pétrole, en diamants, en ressources minières ou en forêt, si cet argent était réinvesti, ne serait-ce que pour 80%, dans le pays même, le développement en termes d'éducation et de santé serait très fort. Donc on mettrait aussi un terme à l'immigration incontrôlable dont l'Europe malheureusement bénéficie. Nous avons besoin d'émigrer pour un grand nombre de nos métiers, dans la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, dans le bâtiment travaux publics. Encore que je lisais que les Belges... Les Français qui pourraient le faire aussi. Oui, mais malheureusement, on est dans une phase à laquelle il va d'ailleurs falloir probablement mettre un terme, mais tout le monde promet, mais personne ne fait. Giscard, Pognat, Stoléru donnaient 15 000 francs à des émigrés qui voulaient rentrer à la maison. Mitterrand a régularisé, puis Rocard a dit la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. En leur temps, sous la pression de Francis Bouygues et des patrons de l'automobile, Pompidou d'abord, puis Giscard, avec Chirac, ont fabriqué le regroupement familial. Donc il faut regarder en 30 ans toutes ces étapes. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, vous le rappeliez, Claude, un certain nombre de pétrodictateurs, au lieu d'investir le fruit de l'argent de leur pays au service de leur peuple, ont fait des dépenses somptuaires et parfois totalement idiotes en Europe, et notamment à Paris. Quand vous voyez des fils de chefs d'État qui s'appellent Idriss Déby, Sassou Nguesso, Bongo, vivent comme des nababs, ou Théodorine Obiang Nguema rouler dans des voitures à 1 500 000 francs, 150 millions CFA, vous vous dites, mais c'est l'horreur, c'est l'absurdité. Donc la réflexion nous amène à nous dire, le Nord-Sud va devoir obligatoirement coopérer, vivre ensemble. L'Afrique a besoin de l'Europe, les 27 pays de l'Union européenne ont besoin de l'Afrique, aussi bien du Maghreb que de l'Afrique noire. Il faut arrêter de faire ce que vous venez de dire, qui a eu comme résultat que l'argent dépensé n'a servi à rien. C'était de l'aumône à la sortie de l'église, si je puis dire, et pour des résultats... Et un peu plus conséquentes que ce qu'on donne à la sortie de l'église. Beaucoup plus conséquentes, et avec des résultats en plus qui sont une faillite, dans la mesure où l'éducation va moins bien et la santé encore beaucoup moins bien. À partir du moment où on ne peut pas avoir les petites écoles et de la vaccination, des dispensaires, ça veut dire que tout part à volo. Dans certains pays comme le Congo-Brazzaville, dans le
le fruit du pétrole aurait dû permettre de fabriquer quasiment la Suisse en Afrique centrale. 80% des enfants du pays de M. Sassou Nguesso n'ont pas été à l'école l'année dernière. Donc, mais en même temps, le Sénat de la République française et le président Poncelet invite pour un colloque le président Sassou Nguesso pour parler du développement durable. Ce qui est, je veux dire, grotesque et gaguesque. Le développement durable de sa situation. Exactement, parce que je suis sûr que le président Denis Sassou Nguesso du Congo espère pouvoir un jour toucher les fameuses nouvelles subventions qu'on va donner à des gens qui professent l'envie de protéger la forêt. Alors ces subventions entreront dans des Porsche Cayenne, des appartements avenue Foch ou des dépenses somptuaires dans les boutiques de luxe en France. C'est grotesque. Alors changeons de sujet. Vous êtes un grand chiracologue et on me dit que vous allez devenir un grand sarcologue, car vous avez en préparation un nouveau livre qui va sortir, je crois, au début de l'année prochaine et qui est consacré aux femmes du président. Alors là, nous nous posons tous des questions, parce que des femmes, le président en a beaucoup dans son gouvernement, pour le bien ou pour le mal, à chacun de juger, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'est plus marié, puisqu'il vient de divorcer. Alors est-ce que vous allez porter le débat sur ce terrain-là, ou est-ce que vous allez vous cantonner sur le terrain politique? Depuis maintenant 33 ans que j'ai commencé à travailler avec Jacques Chirac et dans la politique, j'ai été maire, conseiller régional, j'ai dirigé le groupe RPA du Sénat, je suis un militant de base. Et j'ai observé les hommes politiques avec beaucoup de compassion et en même temps beaucoup d'admiration. Et je défends toujours la mémoire ou l'honneur des militants, qu'ils soient communistes, socialistes, gaullistes ou autres. Sarcologue, je le suis depuis longtemps. Je connais Nicolas Sarkozy depuis l'année 75, ça fait quand même quelques années, et je sais exactement sa capacité au mensonge, à la trahison et au lâchage. Quant aux femmes, vous savez, nous avons tous les uns et les autres autour de nous des femmes d'influence. Et il n'y a pas besoin d'être politicien pour écouter avec attention la gente féminine. Heureusement, le général de Gaulle, malgré son quant à soi, était sûrement très influencé par Madame de Gaulle, que les Français affublaient gentiment du surnom de Tantivonne. Je pense que Valéry Giscard d'Estaing, dans ses diverses cavalcades, prenait langue avec des femmes qui lui donnaient des idées. François Mitterrand, c'est un secret pour personne, était un poète des amours extérieurs et des échanges. Jacques Chirac, je l'ai exprimé dans 2 livres, Chirac et dépendance, Chirac mon ami de 30 ans, c'était un homme plein de santé et disons qu'il était cavaleur et que tout en rentrant au terrier à son point fixe chez Bernadette Chirac, le lapin était plein de vie. J'ai toujours dit, je vous l'ai dit plusieurs fois, cher Claude Reichmann, que au fond Jacques Chirac c'est un adolescent de 14-15 ans qui n'est toujours pas terminé, mais à 75 ans, puisque c'est cette semaine son anniversaire, Happy Birthday Mr. President, mais c'est un homme jeune, plein de vie, plein de sève, et il a été lui aussi très influencé par de nombreuses femmes, et pas seulement Bernadette ou Marie-France Garot. On a vu pêle-mêle Léo Marie, Françoise de Panafieux, Michel Barzac, Maggie Sudre et d'autres, et des journalistes, beaucoup de journalistes, puisqu'il disait avec sagesse et humour, et il faut toujours joindre l'utile à l'agréable. Alors pour le Kaiser Sarkoko et l'ex-impératrice Cécile, le point de vue image du monde est un peu plus compliqué. Mais il est normal que Nicolas Sarkozy ait autour de lui beaucoup d'influence provenant des dames. D'abord, je le crois, sa propre mère. Si j'ai bien compris, d'ailleurs, il l'a emmené en Chine, dans le voyage d'État officiel en Chine. Je trouve ça très gentil de penser en bien de ses fils aussi. Mais au-delà de la gentillesse, il y a un symbole. Nicolas est très influencé par les uns les autres, les unes les autres. On a vu l'influence de sa première épouse, la Corse, Marie Coublioli, qui était une lointaine petite parente du président Achille Péretti-Clin de Neuilly, qui lui a donné 2 beaux enfants. On a vu l'inestimable, incommensurable influence de Cécilia Siganer, devenue Martin, puis devenue Sarkozy pendant 20 ans, qui l'a amené aux marches, non pas du palais de justice, mais ni du palais de Brognard, mais du palais de l'Élysée. Et maintenant? Alors, oui, vous l'avez dit, il est divorcé,
c'est un peu une surprise pour beaucoup d'étrangers et surtout énormément de Français, non pas parce qu'ils auraient un jugement moral ou éthique, mais ils disent, mais au fond, pendant toute la campagne présidentielle, on nous a présenté Jackie Kennedy et Mère Teresa dans une synthèse à la tête d'une tribu, d'une famille recomposée, décomposée. Et puis, elle est partie. Enfin, Cécilia s'est en allée et le divorce est prononcé. Moi, maintenant, ce que je crois, c'est que, et je l'écrirai dans un livre prochain sur les dames du président, Sarkozy, en tant que président de la République, a besoin de s'appuyer sur des femmes de poigne, de tête. Madame Lagarde, ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, Madame Ollier-Marie, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Madame Bachelot, j'observe qu'il n'a pas emmené Monsieur Laporte en Chine, ou bien je me trompe, il n'y aura pas de Jeux Olympiques l'année prochaine à Pékin. Bien, et revenons aux femmes, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'avenir, l'influence, la perception de Rachida Dati, Ramatoulaye Diane, Fadela Amara, et encore un peu, avec une longue corde, ce qui reste de l'influence de Cécilia. Et puis alors, la grande question, mais c'est à vous, mesdames et messieurs les journalistes, et en plus à vous, docteur, d'essayer d'intuiter qui sera la prochaine. Alors, le journal Le Parisien semble aujourd'hui avoir vendu la mèche, aujourd'hui 26 novembre. Il publie une photo qui ressemble fort à une publication de banc, c'est-à-dire une photo où l'on voit le président Sarkozy avec l'œil dans une sorte de vague, dont j'ignore exactement le sens. À côté, derrière, il y a l'armée des ombres chinoise, et puis à côté de Madame Rachida Dati, c'est une photo qui va certainement dater, je crois, et faire date, et le journaliste Henri Vernet semble indiquer que l'absence de Madame Yad en Chine serait le résultat d'une crise de jalousie. Donc nous entrons là dans une histoire de sultan et de sultane, dont je ne voudrais pas déflorer les futurs développements parce qu'ils auront sûrement la possibilité d'y revenir, et notamment en parlant de votre livre, auquel, mon cher Jean-François, je crains que vous soyez obligé de vous atteler jusqu'à la dernière seconde, car il se passe toujours quelque chose dans le Sarkoland. Merci Jean-François de nous avoir accordé la primeur de votre réaction à la mise en examen de Jacques Chirac. Je rappelle votre passionnant ouvrage Chirac, mon ami de 30 ans, par Jean-François Probst, aux éditions de Noël. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Les quelques confidences que nous avons pu vous délivrer vous aideront peut-être à rêver un peu plus, ou qui sait, à cauchemarder, on ne sait pas. À bientôt, soyez heureux, portez-vous bien, et vive la France.